Bonjour. Nous vous présentons la deuxième partie de l'entrevue que nous avons réalisée avec Pierre Paulus, député fédéral de Charlebourg-Haute-Saint-Charles depuis 2015, membre du Parti conservateur du Canada et également lieutenant politique pour le Québec. Nous avons fait un survol des décisions que doit prendre le Canada sur le plan militaire compte tenu de la nouvelle réalité aux États-Unis. Voici la deuxième portion de cette entrevue. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une éclaircie sous les nuages de l'administration Trump, en ce sens où, euh, comme un coup de coude dans les côtes du Canada pour se faire dire, là, non seulement il faut que vous vous réveillez sur le plan militaire, mais aussi de réanimer les relations, notamment avec l'Europe, mais aussi, je pense, à l'Asie, la Corée du Sud, qui devient une puissance à la fois sur la production, mais aussi une puissance militaire non négligeable. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Mhm. même si on avait des collaborations déjà sur les renseignements, est-ce que militairement, la prise de position de Trump à l'égard du Canada ne nous a pas réveillés et ne nous a pas poussé vers le renouvellement de nouvelles alliances ou Oui, d'anciennes alliances, devrais-je dire? oui, puis je pense que le bon côté, si on peut avoir un bon côté de ce qui se passe avec Donald Trump, c'est d'avoir réveillé tout le monde à tous les niveaux, autant au niveau militaire qu'au niveau économique. Dès le début, souvenons-nous, il y a un an, tout le monde s'est dit, oh, pour les provinces, on a des barrières tarifaires interprovinciales, il faut enlever ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui commencent à brasser en réaction à ce que M. Trump a fait. Et d'un point de vue militaire, ben, c'est la même chose, effectivement. On regarde, par exemple, pour des sous-marins actuellement, de voir avec, par exemple, les Allemands ou la Corée du Sud, il y a des potentiels d'acquisition de sous-marins avec eux, de faire des collaborations, de travailler davantage avec les autres pays. Dans l'OTAN, c'était là, mais l'OTAN, encore une fois, a toujours été trop dépendante des États-Unis. Ben, j'ai eu plusieurs rencontres de l'OTAN dans les 10 dernières années, puis euh, les pays d'Europe finançaient moins leur défense. Tout le monde coupait dans les budgets de défense. Puis à un moment donné, les Américains ont dit hey, c'est parce que là, nous autres, on est tannés de venir ici, toujours d'investir dans les différents systèmes d'armement, d'antimissiles, etc. Faites donc votre part. Fait que En les même pays temps, d'Europe aussi sont brassés un si peu. on veut être honnête, il faut dire que les Américains ont quand même bénéficié de cette Pax Americana-là. Je veux dire, à la fois sur le plan militaire, mais sur le plan de la stabilité des marchés, sur le plan de, je veux dire, de la reconnaissance ou de la révérence qui était Et, donnée à l'armée américaine. ben oui, ben c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut toujours ramener historiquement comment on s'est placé, l'après-deuxième guerre mondiale, la guerre froide. Puis là, quand on dit au début de l'entrevue, les plaques bougent, là, puis les économies émergentes ou la Chine qui prend beaucoup de place, qui est très silencieuse, mais qui prend énormément de place au niveau géostratégique. On pense à leur expansion vers les pays d'Afrique avec les ressources naturelles. Puis là, aujourd'hui, ce qui se passe en 2026, les matériaux, les minéraux critiques, ça devient l'enjeu de la prochaine décennie, des prochaines décennies, avec toute l'histoire d'électrification des transports, les batteries. Donc, les pays ont besoin de s'approprier les territoires où on a des minéraux critiques. Et c'est pour ça que le Canada est dans la mire des États-Unis, parce que le Canada a laissé les Chinois, les Russes, venir chercher des minéraux critiques au Canada, avec des différentes ententes avec des entreprises. Donc, les Américains n'aiment pas ça. Ils passent le message aussi, ils se disent, hey, on peut pas laisser le Canada fournir des matériaux critiques à nos pays ennemis, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ça bouge énormément. Puis, Donald Trump, le problème, c'est la façon de faire. Parce que dans l'idée, si on prend un pas de recul, on garde l'intention, on peut comprendre qu'il faut avoir les bons alliés, puis protéger notre économie, nos ressources critiques face à la Russie, à la Chine. Mais là, c'est de la façon de faire qu'actuellement, M. Trump fait le contraire. Il se met à dos ses meilleurs amis. Des sous-marins, des avions, des troupes sous-payées, des équipements dépassés à Ouais. peu près à tous les. Moi, je vois les chiffres, là, puis la facture s'accumule dans ma tête. Là. Puis bon, on est des citoyens, on n'est pas juste des contribuables, mais Ouais. il faut être réaliste aussi. Là. La facture va être salée. Là. On a-tu les moyens de payer ça? OK. On a plusieurs problèmes. Premièrement, quand on parle du pourcentage de notre PIB, l'OTAN a toujours demandé 2 du PIB. Le Canada a toujours tourné autour de 1,3, 1,4 maximum. Là, dernièrement, le Canada a dit oui, on va l'atteindre. Même, là, l'OTAN est rendu à 3 et vise le 5 dans les prochaines années. Quand le Canada, M. Carney, dit oui, on va l'atteindre, là, j'y crois pas. Honnêtement,
C'est impossible de mettre 5% du PIB du Canada. Ça veut dire, en argent, si on fait des chiffres là, très, très simples, mettons, au lieu de 30 milliards par année, on monterait à 150 milliards par année, par exemple, en défense. Mais cet argent-là, on l'apprend où? Et c'est là qu'on a un problème. Parce que pour faire ça, il faut se retourner et couper les transferts en santé, couper l'argent pour les personnes âgées. Il n'y a personne qui veut faire ça au Canada. On ne peut pas atteindre 5% du PIB, qui équivaut à 20% du budget global que le gouvernement reçoit en argent des paieurs de taxes. Donc, c'est mathématiquement impossible d'atteindre ça. La seule façon de Moi, le je faire, ça pense serait que d'augmenter l'assiette fiscale. Là. soit augmenter drastiquement des impôts pour avoir plus d'argent ou couper des programmes sociaux. Parce qu'au Canada, on est un pays qui a énormément de programmes sociaux et c'est correct. Mais là, ta balance est là. Puis actuellement, c'est utopique de penser qu'on peut atteindre 5% au Canada. Est-ce qu'on peut aller à 3%? Peut-être, mais il va y avoir des choix à faire. Il y a des choix à faire. Mais moi, surtout, ce que je parle, quand on parle de défense, puis j'ai travaillé beaucoup dans les différents comités de sécurité publique, de défense et d'approvisionnement. L'approvisionnement de défense est un problème majeur au pays. À chaque fois qu'on dit, est-ce qu'on doit mettre plus d'argent en défense? Moi, je dis tout le temps, oui, mais. Puis le mais, c'est la façon de faire. La façon de faire notre approvisionnement de défense, qui a été catastrophique à plusieurs égards. Des contrats, je pourrais, même si c'est public, ça ne me dérange pas de le dire. Exemple, le contrat des nouvelles frégates qui sont construites par Irving. Initialement, pour 15 navires, on parlait de 30 milliards. Là, on est rendu à plus de 100 milliards, on n'a pas fini de compter. Quand on pose la question, pourquoi? On ne parle pas de millions, là, c'est des milliards. 30 milliards, rendu à 100 milliards pour les mêmes navires. Puis la seule réponse qu'on a, ben, c'est comme ça. Ça fait pas. Ça peut Mais pas faire comment ça. se fait-il? Puis là, je veux dire, on pourrait déborder, mais on va rester à l'intérieur du cadre militaire parce que c'est là-dessus Ouais. dont je voulais parler, mais sans déborder nécessairement dans l'ensemble de la sphère publique. Ça semble être un problème endémique, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal. Ouais. Comment se fait-il qu'on soit si Il y a incapable d'évaluer plusieurs facteurs, autant au niveau politique, mais aussi la fonction publique, puis les gens qui gèrent les contrats, puis la façon de faire les contrats, puis la façon d'avoir des clauses que tu dis, regardez, là, on a un contrat, c'est le montant, puis il ne faut pas qu'il y ait à peu près 42 clauses qui permettent aux fournisseurs, ah ben là, le matériel a monté, il est plus cher, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ce que vous me dites, c'est qu'on souffre du syndrome de la Californie. Oh. C'est trop de règlements à respecter. Ou trop de flexibilité pour que les fournisseurs puissent augmenter leur prix sans avoir de justificatif assez important. On avait une compagnie italienne qui est arrivée en comité, puis ça c'est public parce que c'était dans un comité parlementaire. La compagnie a dit, chez nous, on vous promet de faire les 30 navires, les 15 navires pour 30 milliards, pas de dépassement de coût. Mais le gouvernement du Canada, à l'époque de M. Trudeau, n'a même pas voulu entendre l'appel d'offres, n'a pas voulu permettre à cette compagnie-là de faire leur offre. Fait que là, c'est qui paye à la fin? On n'aurait pas à avoir la même chose pour 60 milliards de moins. C'est peut-être un mauvais parallèle, puis je vais terminer là-dessus, mais puisque c'est un podcast sur la politique américaine, parlons-en. Toute soumission publique aux États-Unis dépassée un certain montant est révisée par le Army Corps of Engineers. Comment se fait-il qu'on n'a pas une structure à peu près semblable, semi-neutre, mais en même temps dont on peut jurer de l'efficacité, qui revoit nos contrats publics? C'est une très bonne question, puis ça fait partie des choses qui doivent être changées au Canada, parce qu'actuellement, quand on regarde au niveau des comités de défense, par exemple, autant au niveau de la Chambre des communes que du Sénat, c'est pas des comités qui ont un contrôle là-dessus. C'est des comités qui vont poser des questions, même s'il n'y a pas de réponse, c'est fini. Ça arrête là. Ou il y a des rapports qui sont faits sans conséquence. Il n'y a pas assez d'impact sur ce qu'un comité parlementaire peut faire au Canada versus les comités américains, parce que les comités des finances américains ou le comité de la défense sont puissants. Ils ont vraiment un pouvoir. Mais il y a aussi une expertise interne qu'on n'a plus au Canada. C'est ça. Nous, on est dans un système vraiment relié avec une fonction publique, puis malheureusement, plusieurs personnes qui sont là-dedans depuis longtemps, qui n'ont pas suivi non plus. Ça va tellement vite aujourd'hui aussi. Là, les choses ont changé, puis on le voit qu'il y a des personnes en place qui n'ont pas suivi la cadence. Là. Donc, ça fait partie. Je sais que le gouvernement actuel, comprennent le problème, ils essaient de mettre en place des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de faire, mais c'est la rapidité. Là, le problème, c'est qu'on est dans un mode où on doit être excessivement rapide, puis d'être trop rapide, ça nous fait dépenser de mauvaise façon. De l'autre côté, si on n'est pas agile, puis on n'est pas plus rapide, on va passer à côté. Donc, le grand défi, c'est de trouver une façon d'améliorer le système d'approvisionnement, d'avoir les investissements qui sont justes, équitables, d'avoir l'équipement dans les temps,
dans les délais, dans les budgets appropriés. Et ça, c'est le défi du gouvernement. Dernière question, puis là, c'est vrai que c'est la dernière, là. Ça vient juste me sauter en fait, venir à la tête. Euh, on semble vouloir se tourner vers des sous-marins électriques diesel. La Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre ont des sous-marins nucléaires et se moquent en ce moment assez, en fait, banalisent énormément notre souveraineté territoriale dans le passage du Nord-Ouest. Est-ce que quelque part, ça joue dans la décision, ça? La capacité nucléaire, on dirait que parler du nucléaire au Canada, les gens ont peur. C'est comme un réflexe. C'est juste ça? Il y a un réflexe de ça. Il y a le coût associé aussi, là, qui évidemment peut être en ligne de compte, mais il reste que c'est une technologie qui est difficilement contrôlable. Ça prend vraiment là, une capacité différente pour la marine pour gérer des sous-marins nucléaires, mais c'est ce que ça prendrait. Parce qu'avec la calotte glaciaire, avec le pôle, l'Arctique, on devrait être capable de partir et d'être 30 jours minimum en dessous de la calotte glaciaire. Et là, on ne peut pas le faire avec nos sous-marins actuels, bien évidemment. Donc, c'est sûr que le futur, c'est déjà le futur depuis longtemps pour plusieurs pays, mais pour le Canada, ça devrait être ça. Merci d'avoir accepté de nous consacrer ces quelques minutes. Ça fait plaisir. Merci, Martin.